l'organisation de cette rencontre et vous remercier, Madame Marie Warnier, pour votre accueil. Et je te remercie aussi, Thierry, pour te prêter au jeu. Quant à vous, cher public, merci d'être venu. Pour ma part, je suis vraiment ravie d'être là. Merci. Voilà, alors, pour permettre au public de situer un peu l'histoire aussi, je vais rappeler très brièvement le contexte historique dans lequel se déroule l'intrigue du livre et dire quelques mots sur l'autrice et le prix littéraire. Donc 1966, voilà, c'est 6 ans après l'indépendance, tout le monde connaît cette histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, bien entendu. Il y a une situation en 2023. La légende de la femme oiseau, un conte de fées basé sur une histoire traditionnelle africaine de son enfance, congolaise. Ce récit, fruit de la transmission orale, est lié à l'histoire de Kimpa Vita, la célèbre prophétesse Congo du XVIIe siècle. Lilia, si tu veux dire un peu plus. Lilia, voilà. Elle est née en... D'abord, merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir et de nous avoir rejoints malgré des conditions un peu climatiques. Pas tout à fait optimales, mais on voit qu'on a quand même un bon ami du village. Bon, Madame Lydia Bongi est née en 1956 à Léopoldville, actuellement Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle était envoyée en Belgique à l'âge de 10 ans pour y faire ses études, et elle finira par y construire sa vie. Son parcours professionnel débute par une dizaine d'années de travail dans le secteur bancaire et se poursuit au sein des institutions européennes à Bruxelles, où elle a travaillé plus de 25 ans à la Commission européenne. Et dans ces mouvements de rébellion, d'ailleurs, souvent étaient justifiés parce qu'ils étaient dans la suite de la pensée, de l'idéologie de la même rencontrée, c'est raconté dans le livre aussi. Donc, fin 65, une grave crise politique. Le Premier ministre Moïse Tshombe a été écarté par le président Kasavubu et il y a beaucoup de désordre pour trouver la succession. À ce moment-là, on a le coup d'État militaire de novembre 65 organisé par Mobutu qui va régner après de 65 jusqu'à 1997, plus de 30 ans au Congo. En 66, à la naissance de Lydia, c'était toujours Léopoldville. Et c'est devenu, pardon, en 56, Lydia est née en 56 à Léopoldville, et en 66, quand elle a quitté le Congo, eh bien, c'était devenu Kinshasa. C'était l'année de son départ. Alors, évidemment, ce grand prix du livre congolais est une récompense un peu inattendu. D'ailleurs, il y a eu jusqu'ici un seul Grand Prix décerné, je pense, et c'est quand même une reconnaissance aussi pour un travail, parce que tout en étant en Belgique et en fait sa carrière et son parcours en Belgique, il y a toujours resté très proche du Congo, il a retrouvé très souvent, il s'est beaucoup occupé de sa famille, de sa maman, mais tout ça c'est dans le récit aussi. Alors, voilà, maintenant Lydia, peux-tu nous dire quelques mots au sujet de tes parents? Oui, mes parents, ils sont tous les deux aujourd'hui décédés. Les deux étaient originaires de la même région, du Bas-Congo, aujourd'hui le Congo central. Alors, mon père naît en 1917 dans un petit village appelé Lamba. Très jeune, il est orphelin de mère. Et son père, qui est récemment converti au christianisme, avait décidé de se consacrer totalement à l'Église et il place son enfant dans une mission protestante. Et c'est là qu'une dame américaine, blanche, missionnaire, blanche, le prend sous son aile et décide de s'occuper de lui comme si c'était son propre fils. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle ne parvenait pas à prononcer son nom congolais, c'était trop difficile pour elle, et elle a tout bonnement décidé
de changer son nom. Et dès qu'elle a pris en charge, quelques temps après, il s'est appelé Andrew John Blackson. Pourquoi Blackson? Parce que fils de noir, disait-elle. Et voilà, et donc grâce à cette dame, mon père bénéficie d'une éducation exceptionnelle pour un Congolais de l'époque, étant donné donc le contexte colonial. Et puis il grandit et une fois adulte, on lui confère le statut d'immatriculé. Un immatriculé était un statut qui était supérieur à celui d'évolué, qui était beaucoup plus répandu. Et donc l'immatriculé était quelqu'un qui le méritait de manière exceptionnelle. Mais je ne connais pas trop les détails qui étaient liés à ce statut, mais c'était assez exceptionnel. Plus tard encore, on lui confère le titre de défenseur judiciaire. Un défenseur judiciaire, c'est en quelque sorte un avocat, mais sa responsabilité réside à régler uniquement les litiges entre Congolais. Voilà, donc mon père a joui à cette époque-là d'une situation privilégiée, comme on s'en doute. Mais ce qu'on retiendra surtout de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a combattu le racisme et la ségrégation, en particulier dans le domaine scolaire. C'est après l'indépendance du Congo qu'il commence à envoyer ses enfants en Europe parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de leur assurer plus tard un accès plus aisé à l'université. Malheureusement, des revers de fortune ne lui permettront pas de poursuivre son ambition jusqu'au bout. Et il faut signaler aussi, et c'est quand même pas des moindres, qu'il avait une très grande famille. Il aura au total 24 enfants de 6 épouses différentes. Ça, c'est mon père. Et puis ma mère, elle, née dans des conditions beaucoup moins aisées. C'est une femme qui, disait-on, était très solaire, très belle, d'un caractère assez rebelle. Elle est née dans une famille démunie. Sa maman élève seule ses 12 enfants et aucun d'eux ne sera scolarisé. Et ma mère subira toute sa vie les conséquences de cette condition assez de démunie. Elle ne saura ni lire, ni écrire, ni défendre ses droits. Elle sera mariée à mon père à l'âge de 16 ans, aura 6 enfants et sera sa 5e épouse. Et voilà, donc c'est dans ces conditions-là que nous arrivons en Belgique, mes frères et sœurs et moi, dans les années, à partir des années 1964 jusqu'un peu plus tard. Merci Lilia. Merci. Alors, 2 mots peut-être sur l'origine du livre. Tu t'es lancé dans l'écriture après une carrière de 25 années à la Commission européenne, au moment où tu as pris ta retraite. Comment expliquer cette démarche et d'être lancé dans l'écriture à ce moment-là? Avant de parler de la Commission européenne, je voudrais quand même relater un événement qui m'a profondément marqué. En fait, mon père était un très grand intellectuel, il était passionné de lecture et d'écriture. Je me souviens que son bureau, les étagères dans son bureau croulaient littéralement sous le poids des livres qu'il ramenait sans cesse. Et mon père a consigné pendant plus de 50 ans, il a consigné toutes ses affaires professionnelles, politiques, sociales et familiales dans des carnets qu'il gardait de façon très méticuleuse. Alors, tout document qu'il avait en main était lu, daté, signé, daté, classé immédiatement. Donc, ce bureau était un véritable temple. Malheureusement, quelques temps après son décès, un incendie involontaire a ravagé tout son bureau et tout a été complètement détruit. Et
et cela date d'il y a plus de 30 ans, mais je m'en veux toujours aujourd'hui d'avoir sans cesse remis à plus tard ce voyage que j'avais prévu d'aller récupérer ces documents pour les mettre à l'abri. Alors, est-ce que c'est ce drame-là qui est à l'origine de ma volonté d'écrire aujourd'hui? Je n'en sais rien, peut-être. Mais ce qui est réellement le déclic, ce qui a déclenché mon envie d'écrire, c'est le jour où ma fille m'a annoncé que j'allais devenir grand-mère. À ce moment-là, j'ai eu comme une envie, un besoin d'écrire absolument notre histoire familiale pour la transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants qui s'annonçaient. Et je me suis promis que ce serait la première chose que je ferais dès que je partirais à la retraite. Et puis, bon, pour revenir à la Commission européenne, où j'ai eu une très longue et très belle carrière, très enrichissante. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces fameux attentats, vous vous en souvenez certainement, du 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles. L'un d'eux au métro, à la station de métro Madrid. Et je travaillais non loin de là. Et c'est sans doute cette proximité qui a eu une influence sur moi. Ça m'a vraiment fait réfléchir, ça m'a un petit peu traumatisé le fait de savoir que je côtoyais cet endroit où cet événement gravissime venait de se passer, m'a fait un petit peu réfléchir sur le sens de la vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu à ce moment-là vraiment besoin de retourner au Congo sur les traces de mon passé. Je me disais bien je savais bien que le destin est imprévu et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais j'avais besoin de me ressourcer, de faire le point. Et j'ai annoncé à ma famille que j'allais rentrer, prendre quelques vacances au Congo. Mon fils a souhaité m'accompagner pour ce voyage. Nous y sommes allés ensemble. Et puis, au retour, tout était clair. J'avais beau avoir encore quelques années devant moi de carrière professionnelle, mais je n'avais plus envie de continuer. J'avais envie d'arrêter ma carrière professionnelle et de me consacrer à ce projet qui m'était très cher, d'écrire l'histoire familiale. Et début 2017, j'ai pris ma retraite et j'ai commencé à écrire. Voilà. L'origine de ce besoin d'écrire. Merci Lydia. Alors tu as dit que ton papa était immatriculé, c'était effectivement le statut supérieur à ce moment-là dans la hiérarchie, on va dire, sociale et dans les normes de cette époque coloniale, pour vous dire à quel point c'était rare. Ils étaient 207 en 1960, donc dans tout le Congo, mais ce statut donnait aux Congolais qu'ils avaient les mêmes droits exactement que les citoyens belges. Voilà. Alors Lydia, dis-nous d'où vient ce titre, Âme Soria, le titre de ton livre. Ah oui, peu de personnes connaissaient ce mot avant que moi je l'applique sur mon livre. En réalité, I'm sorry, c'est la déformation par le Congolais de l'expression anglaise I'm sorry. Les Congolais entendaient cette expression des casques bleus ghanéens et soudanais de l'ONU arrivaient à l'est du pays dans les années 1960, donc dans le cadre des Nations Unies. Et ce mot a été utilisé sur place, mais il a aussi voyagé dans tout le pays pour arriver jusqu'à Kinshasa, où les receveurs de bus l'utilisaient pour signaler aux chauffeurs qu'ils pouvaient démarrer. Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé une histoire sur les îles. C'est aussi un tableau qui part de la colonisation, passe par l'indépendance du Congo, traverse
l'univers ouvrier des bassins miniers belges et se prolonge jusque dans les années 1980, le féminisme des années 1960-1980. Voilà. Ok, alors, c'est toi-même qui as imaginé la maquette du livre, la couverture, et tu as pris la décision de l'auto-publier. Oui, c'est vrai que ce livre est auto-publié. Tout simplement parce que au départ, ce livre, je l'ai écrit pour mes enfants uniquement. Et puis, quand mes enfants l'ont lu, ils ont trouvé que c'était pas la même version, bien sûr, que ceci. Au départ, c'était 600 pages, et 6, ça n'en compte que 300. Mais ils m'ont dit que ce qu'il y avait dans ce livre méritait d'être connu de plus que juste la sphère familiale. Lorsque ils m'ont poussé à écrire, je n'ai pas pensé à chercher un éditeur. Je me suis dit que j'avais du temps, et comme j'avais du temps, pourquoi ne pas me lancer dans l'aventure de l'autopublication. Et c'est vraiment une très très belle aventure. C'est pas facile, ce n'est pas facile du tout parce que c'est un métier que je ne connaissais pas, mais que je me suis employée à découvrir moi-même. Et puis j'ai fini par prendre plaisir à le faire. Ce qui est très agréable, c'est de savoir qu'on fait tout de A à Z. De l'écriture jusqu'à imaginer le livre, à organiser le graphisme, jusqu'à aujourd'hui la distribution. Donc j'ai tout cherché, j'ai tout fait moi-même. Alors pour la couverture du livre, j'ai utilisé la seule photo que j'ai de mon enfance, puisque je vous ai dit tout à l'heure que tous les documents dans le bureau de mon père avaient été perdus, réduits ensemble. Si cette photo existe, c'est parce que c'est l'exemplaire que mon père avait donné à ma mère. Donc je n'avais pas le choix. Heureusement, c'était une photo splendide. Alors, pour les besoins du livre, vous voyez, la photo est coupée. Elle est coupée, et à côté de moi, il y a mes 3 frères et sœurs qui posent sur la photo. La photo originale est magnifique. Donc, le texte de la 4e de couverture est lié à la photo. Les deux faces se correspondent. Elle raconte en elle-même une histoire. D'ailleurs, je vais vous lire le texte de la 4e de couverture. C'est vrai, la musique m'a accompagnée tout le temps pendant la rédaction du livre. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup écouté, mais pas n'importe quelle musique. Mes airs préférés. Il m'aidait à faire remonter les souvenirs, les images, les sensations, les émotions. Beaucoup d'émotions. C'est à tel point, je l'ai écoutée à tel point, elle est importante dans ma vie, elle était importante à ce moment-là si fort que tous les chapitres de mon livre, dans la première version du livre, tous les chapitres portaient le titre d'une chanson française. C'est dire. Et puis, on m'a conseillé de ne pas le faire. On trouvait que c'était un lien qui était, somme toute, assez personnel, et on m'a dit que le lecteur ne comprendrait pas ce lien, ne le trouverait en tout cas pas évident, que ce serait embrouillé sa lecture, et j'étais tout à fait d'accord. Et donc j'ai enlevé tous ces titres, je les ai remplacés par une numérotation. Et donc voilà, je m'ai raconté ma mère, et j'ai réalisé que l'une des héroïnes de ces histoires n'était autre que Kimpa Vita,
la prophétesse Congo du XVIIe siècle, morte brûlée vive sur un bûcher. Et j'ai décidé d'écrire une histoire qui résumait les deux principales histoires que me racontait ma mère, mais en donnant à mes personnages principaux de femmes les caractéristiques de cette prophétesse. Et comme c'est une histoire congolaise, et comme il se doit, il y a toujours une chanson dans cette histoire. Et donc, j'ai écrit les paroles d'une chanson, et tant qu'à inventer, j'ai aussi inventé la musique. Et donc, cette chanson existe, les paroles sont dans le conte, et la chanson est chantée quand je suis au Congo. Elle est chantée par une cantatrice qui a une voix sublime, qui s'appelle Juliana Chibola, et qui l'interprète de la manière dont il me semble que ma mère chantait aussi, parce qu'elle avait une très belle voix, et donc pour moi c'était vraiment rendre complète cette transmission que ma mère, enfin ce trésor que ma mère m'a donné. Pour moi, le conte et la chanson reflétaient ce cadeau que, à mon tour, je faisais pour mes petits-enfants, puisque j'ai dédié ce conte de fées à mes petits-enfants. Voilà l'histoire de ce conte de fées qui... Et donc les deux, Amsoria et la légende de la femme oiseau, partent de la même envie de transmettre à la génération suivante. C'est très bon. Merci bien. Merci. Alors, dernière question. Aujourd'hui, quand on voit ton livre, hein, avec la photo de la petite fille, aujourd'hui, qu'aimerais-tu dire à la petite fille qui est sur la couverture du livre? Bah, avant toute chose, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de la serrer très fort et de lui dire merci. Et puis j'ai envie de, les yeux dans les yeux, de lui demander. Je ne suis pas inspirée de... Non, moi je ne mets pas de pyjama. Non, sincèrement. Bon. Voilà. Voilà, Nagapa. Alors peut-être, on va proposer à une personne du public de nous lire un petit extrait. Si, Gracile, as-tu fait pour tenir? En classe en septembre. C'est un passage où elle retrouve un visage bienveillant et je trouve ça un passage particulièrement émouvant à plus d'un titre. Septembre est revenu. Il s'accompagne d'une très belle surprise. Madame Mikil sera une nouvelle fois mon institutrice. Garder les mêmes élèves est la faveur qui lui a été accordée avant son départ en retraite. Pour moi aussi, c'est un cadeau. La garantie que, grâce à sa bienveillance, je continuerai à progresser. L'enseignante me retient régulièrement durant les récréations pour travailler ma lecture et surtout ma prononciation. Nous nous basons sur les fables de La Fontaine. Madame a remarqué que je les aime beaucoup. À présent, j'en connais un grand nombre par cœur. J'excelle aussi en dictée, malgré les exceptions et les pièges truculents de la langue française que j'adore. La matière que j'aime le moins, c'est l'histoire. Ce cours nous est donné à partir d'un livre imposé, semble-t-il, à tous les élèves chaque année. Les premières pages font commencer les faits à une époque très lointaine, plus de 200 000 ans en arrière. L'épisode de la conquête romaine, plus proche, m'interpelle. Le personnage de Jules César, par exemple, m'apparaît sympathique. Du haut de sa grandeur, il déclare au sujet des ancêtres de celles que je côtoie, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Quelle fierté pour mes compagnes de classe. Beaucoup plus près dans le temps, les récits relatifs aux Vikings me surprennent.
Les images qui me marquent les représentent chevelus et moustachus, portant des casques à cornes qui soulignent la férocité de leurs traits. Ces illustrations sont réalistes, le rendu cruel des regards est saisissant. À travers ce livre et les explications de mon institutrice, je comprends que les Blancs, dans le passé, se sont affrontés dans des guerres parfois impitoyables. Je ne les aurais jamais cru capables de se faire mutuellement du mal. Je suis étonnée. L'ordre chronologique nous amène à l'étude de l'histoire de mon pays. Je n'apprends rien dont je puisse me sentir valorisée. Pas le moindre épisode glorieux. Les images des barbares du nord de l'Europe, vues plus tôt, n'ont pas choqué les élèves, sans doute parce que les dates prouvent qu'il s'agit de comportements d'un autre temps. Mais ce qui est montré du Congo me rend gênée d'être originaire de l'Afrique. M'imagine-t-on dénudés comme les personnages que nous avons sous les yeux? J'entends des commentaires pas très gentils et des rires qui incitent l'institutrice à sévir. Elle réclame le calme et sanctionne des phrases à copier 100 fois pour le lendemain. Cela n'empêche pas certaines remarques ou questions qui me mettent dans l'embarras. Les Noirs sont-ils cannibales? Je me sens humiliée. Heureusement, la sonnerie retentit, mais ce tintement, censé me libérer, fait aussitôt naître en moi une peur. Serais-je toujours fréquentable à la récréation? Aura-t-il suffi de ce cours d'histoire pour tout remettre en cause? L'attention que l'institutrice me porte fait des jalouses. Certaines élèves lui reprochent de me favoriser. Au cours de géographie, Madame Mikils a demandé à chaque élève de choisir une nation à présenter devant la classe. Il ne peut s'agir de la Belgique, que tout le monde connaît, a-t-elle précisé. Je suis la seule à qui elle impose le sujet, le Congo. J'entends des murmures dans la classe. Ne vient-elle pas de là? Pourquoi alors peut-elle, elle, exposer son propre pays? Je me replie sur moi-même et boude. Me suis-je portée volontaire pour en parler? Je me serais bien passée de cette désignation d'office. Présenter un pays scandinave, le Danemark par exemple, m'aurait été plus favorable à leurs yeux. Personne n'aurait pensé à y redire. N'ont-elles pas remarqué que je n'ai nulle envie d'accentuer ce qui me différencie d'elles, que je me tue à déployer tous les efforts possibles pour leur ressembler? Voilà, j'ai pensé à ce passage. D'abord, une petite remarque sur l'enseignement de l'époque, sans beaucoup de nuances et qui ne permettait pas un développement d'esprit critique. Une petite pensée pour Madame Mikils, qui faisait tout ce qu'elle pouvait, la pauvre, avec un enseignement de ce type, et qui avait quand même beaucoup d'empathie pour la petite Lily. Et pour cette petite Lily qu'on a envie de prendre dans ses bras en lui disant ça va aller, et ça va aller, évidemment. Mais à l'heure où on parle beaucoup les enfants dans les écoles qui se sentent un petit peu seuls ou qui se sentent mal perçus par les autres. Ici, cette petite Lily, toute seule, a dû se forger et construire son identité en partant évidemment de stéréotypes qui lui faisaient mal. Et ça m'a beaucoup touchée. Merci. Merci. Ce qui s'est passé dans la vie avec ce qu'on lit dans un livre. C'est très proche, mais quand on regarde de près, ce sont des univers avec des codes différents.